Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Prévention Santé aborde un sujet bien connu en Afrique, les hémorroïdes. Il y a plusieurs types d'hémorroïdes internes ou externes. Alors, quelles en sont les causes? Comment les reconnaître? Quels sont les symptômes? Comment les soigner? Et existe-t-il des remèdes naturels? De quoi parle-t-on également lorsque l'on parle de crise hémorroïdaire? Autant de questions auxquelles le Dr Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun, va apporter des réponses. Prévention Santé, votre magazine d'information et de sensibilisation qui vous apporte des informations nécessaires à votre bonne santé et celle de vos proches, s'occupe donc aujourd'hui des hémorroïdes. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour Wilson. Avant toute chose, déjà, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un hémorroïde? Une hémorroïde, d'ailleurs, on dit quoi? Un ou une? On dit une hémorroïde et alors plus précisément, puisqu'on parle de la maladie, on va parler beaucoup plus de maladie hémorroïdaire parce que les hémorroïdes en tant que telles ne constituent pas une pathologie, ce sont des structures anatomiques que l'on retrouve normalement chez un individu, et donc qui correspondent à un réseau vasculaire de veines anastomosées avec des artérioles qui vont donc constituer le réseau vasculaire de la région rectale et anale. Et d'ailleurs, c'est vrai que le contexte ne s'y prête pas, il s'agit pas tout à fait de veines, mais c'est vraiment ces structures qui permettent des échanges de sang au niveau du rectum. Voilà. Donc, on dit une hémorroïde qui est une structure anatomique normale et on parle de maladie hémorroïdaire pour faire référence à la maladie. Alors, maintenant qu'on a bien compris de quoi il s'agissait, quelles sont justement les causes de ces hémorroïdes? Qu'on s'entende bien pour nos auditeurs que lorsqu'on parlera d'hémorroïdes, il s'agira bien sûr de maladie hémorroïdaire. Donc les causes justement sont assez mal connues, mais il existe des facteurs de risque classiques des hémorroïdes. Ça veut dire que nous n'avons pas à ce moment de cause, il n'y a pas à ce moment des dispositions qui conduisent immédiatement et fatalement aux hémorroïdes, mais des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque les plus courants, on a la grossesse, parce qu'elle s'accompagne d'une hyper augmentation de la pression intra-abdominale, et donc surtout au 3e trimestre, la maladie hémorroïdaire va se constituer. On a l'accouchement à cause de l'effort de poussée. On a également le postpartum immédiat, c'est-à-dire les suites de couches immédiates, et bien sûr toutes causes susceptibles de ralentir le transit et donc d'occasionner une stase, ce que l'on appelle une stase stéacorale, donc un séjour prolongé des selles dans le rectum. Cela va constituer va amplifier la probabilité de survenue des hémorroïdes. En dehors bien sûr des attitudes vicieuses dans le mode de vie, la station debout prolongée, la station assise prolongée. Quelle différence y a-t-il entre ces maladies, on va dire, internes et externes? Parce qu'on parle de deux choses, internes et externes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence? Ah oui, justement, c'est une question qui revient souvent. On parle d'hémorroïdes internes. En réalité, c'est en référence à un repère anatomique que l'on appelle la ligne pectinée qui se situe au niveau de la région rectale. Donc, on parlera d'hémorroïdes internes lorsque la maladie siège au-dessus de la ligne pectinée et d'hémorroïdes externes lorsqu'elles siègent en dessous de la ligne pectinée. De façon pratique et de façon moins barbare, on va dire, il s'agit des hémorroïdes qui sont plus extériorisés, que l'on va qualifier d'hémorroïdes externes, et il existera des hémorroïdes internes qui seront identifiables par l'anoscopie notamment. Quelles sont les conséquences et sont-elles d'ailleurs les mêmes chez les hommes que chez les femmes? Les conséquences, ce qui est important de dire, c'est que c'est une pathologie bénigne, c'est-à-dire qu'elle ne menace pas le pronostic vital des personnes porteuses de cette maladie. Donc de ce fait, c'est douloureux. Voilà, c'est douloureux et ça peut altérer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie. Donc les répercussions ne varient pas d'un sexe à l'autre. Il faut juste dire que chez la femme enceinte, les désagréments peuvent être plus importants, associés à
l'inconfort déjà généré par l'état gestationnel. Chez l'homme, c'est pareil, les douleurs, les crises. Et de toute façon, il y a probablement aussi un préjudice esthétique que l'on peut relever à des stades plus avancés. Est-ce qu'on peut parler justement des enfants? Est-ce que les enfants, eux aussi, peuvent être atteints de crises hémorroïdaires, par exemple? Comment ça se passe? Est-ce que si ça arrive, les traitements sont les mêmes chez les enfants? Bien, là encore, c'est une question intéressante qui revient souvent. En principe, la maladie hémorroïdaire n'est que très exceptionnelle chez l'enfant. Cependant, il peut arriver que les enfants, les tout petits, soient sous le coup de malformations rectales congénitales qui vont donc mimer en quelque sorte des symptômes de maladie hémorroïdaire qui n'en sont pas tout à fait. Et donc, des hémorroïdes chez l'enfant, on n'en parle pas trop, mais il peut avoir des pathologies rectales chez l'enfant qui peuvent avoir des traitements en fonction de la cause. La plupart du temps, cela s'arrange tout seul chez le tout petit au fur et à mesure qu'il grandit. On peut pas vraiment parler de complications, comme vous avez dit, c'est une maladie plutôt bénigne, donc il n'y a pas de complications à attendre de ce côté-là. Ouais, disons que à un stade plus tardif, ou selon la pathologie associée, parce qu'il existe ce qu'on appelle des maladies associées à la maladie hémorroïdaire, notamment les cas de fissure anale, lorsque l'on a une constipation chronique et que l'effort de poussée est brutal, il peut arriver que le passage des selles crée une brèche au niveau de la marge anale, au niveau du rectum, qui plus tard peut s'abséder, c'est-à-dire que constituer un abcès qui va se surinfecter et donc devenir une infection localisée qui pourra se généraliser et donc causer des complications plus importantes, notamment un sepsis, si vous voulez, un syndrome infectieux. Concernant les complications toujours, on peut avoir des thromboses qui peuvent finalement se muer en des abcès beaucoup plus importants, des douleurs, des syndromes beaucoup plus... Donc il faut surveiller quand même, il faut quand même être assez vigilant. Oui, il faut être assez vigilant et surtout consulter lorsque les douleurs persistent outre mesure. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. À chaque pathologie, son traitement, ou plutôt ses traitements. Il suffit de monter au Cameroun dans un taxi pour comprendre que le sujet concerne de nombreuses personnes. La publicité étant ultra présente pour proposer des remèdes plus ou moins conventionnels. Alors, qu'en est-il des traitements entre médecine traditionnelle et médecine moderne? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, docteur Ombolo? Alors oui, il y a beaucoup de légendes, on va dire ça comme ça. C'est les légendes urbaines. Voilà, dans le traitement des hémorroïdes, certains vont utiliser des suppositoires faits à base de produits locaux, à base d'autres médicaments mal connus. Donc, ce qui est important, c'est de dire quand même que la maladie hémorroïdaire repose quand même sur un mode de vie particulier. Tout à l'heure, on a parlé des facteurs de risque. On pourrait aussi parler de l'abus de l'alcool, de la consommation régulière de l'alcool, du tabac ou d'autres épices. Le traitement va reposer sur une amélioration du mode de vie, de l'alimentation. Et évidemment, il faudra prendre des antalgiques, au besoin des anti-inflammatoires, parfois topiques, à base de corticoïdes et autres. Il y a des vénotoniques également que l'on peut prendre. Et au final, quand même, la chirurgie reste le traitement, on va dire, le plus efficace. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, justement, vous avez commencé à nous parler d'alimentation. Quels conseils pouvez-vous donner pour prévenir ces hémorroïdes en termes d'alimentation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des légumes particuliers qu'on peut manger, des régimes. Comment on peut anticiper? Alors, le principe de base est d'éviter au maximum d'être dans une situation de constipation. La constipation étant définie comme le retard d'expulsion des selles au-delà de 3 jours le plus souvent. Il faudra donc une alimentation beaucoup plus riche en fibres alimentaires. Les fibres, on les retrouvera dans les oléagineux, on les retrouvera évidemment dans les légumes comme vous l'avez si bien dit, on les retrouvera dans des fruits, on les retrouvera dans les féculents. Et donc on peut citer des arachides. Nous avons comme mets locaux ici le coquille, par exemple, qui est fait à base d'oléagineux, de diébé et tout ça, qui est aussi très intéressant. On a des fruits tout
fruits, les oranges, consommer, voilà, consommer le plus souvent avec leur pulpe. Donc, les fruits et légumes, on en a une pléthore. En plus de cela, il faudra un niveau d'hydratation suffisant. Consommer au moins 1,5 litre, 2 litres, voire davantage en fonction du poids corporel et de l'activité qu'on leur mène. Donc, l'hydratation tient une place prépondérante dans le traitement. Donc, boire beaucoup d'eau, c'est important. Boire beaucoup d'eau. Et pour finir, il faut être mobile. Il faut éviter la sédentarité. Lorsque l'on est sédentaire, les selles ont tendance à moins bien s'évacuer. Lorsqu'on est en activité, lorsqu'on fait une activité physique, la marche, le jogging ou du renforcement musculaire, notamment de la paroi abdominale, on est plus à l'aise pour la défécation. Donc, c'est autant de mesures qui permettent non seulement de prévenir les hémorroïdes, mais aussi de prendre en charge un peu en renfort avec le traitement médicamenteux. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir l'espoir qu'une hémorroïde puisse disparaître toute seule? Oui, ça arrive. Il suffit juste que pour les cas précoces, pour des cas très peu avancés, il suffit de corriger le mode de vie, c'est-à-dire notamment éviter d'être moins constipé, par exemple. Lorsque la défécation se fait de façon normale, lorsque l'on a supprimé les facteurs de risque éventuels. Tout à l'heure, on parlait de la grossesse. Le plus souvent, les femmes enceintes, après la grossesse, retrouvent des structures anatomiques à peu près normales. On peut aussi se poser la question de cette hémorroïde qui finalement est un caillot, si j'ai bien compris, et on peut imaginer qu'il puisse s'exporter ailleurs et avoir d'autres conséquences. En tout cas, on peut toujours se poser la question. Alors, est-ce que on est là dans une info ou une intox? Est-ce que ce caillot peut se promener ailleurs dans notre corps? Disons que les hémorroïdes, c'est pas tout à fait un caillot. Il y a des stades évolutifs. On a la crise hémorroïdaire. Au stade de la crise hémorroïdaire, on peut avoir un état congestif local au niveau du rectum. Et puis, il y a le thrombus. Il y a la thrombose hémorroïdaire auquel vous faites allusion. Donc, à ce moment, effectivement, le plus important, c'est de réduire ce thrombus qui pourrait vraiment très exceptionnellement suivre le chemin veineux, mais c'est vraiment très exceptionnel. Je pense que en général, lorsque la dilatation veineuse, lorsque la circulation de la veine, lorsque l'inflammation, lorsque tout ça est réduit, je pense que le patient est soulagé et puis cela se fait sans autres complications. Donc on a bien compris que de toute façon, il ne fallait pas attendre pour aller consulter. Il faut pas attendre, d'autant plus que les symptômes sont intenses et durs et s'étendent dans la durée. Pour finir, Dr Mbolo, on va parler des hémorroïdes et des conséquences possibles sur les troubles de l'érection chez certains hommes, notamment d'ailleurs les plus jeunes. Une association a été établie entre les troubles de l'érection et la sensibilité aux hémorroïdes. Alors que pouvez-vous nous en dire? Disons que l'une ou l'autre de ces pathologies peuvent exister de façon tout à fait indépendante sans qu'il n'y ait une association particulière. On peut dire également que la relation de cause à effet entre la maladie hémorroïdaire et la dysfonction érectile n'est pas établie. Cependant, effectivement, comme vous le dites, on a remarqué dans certains cas une association entre ces deux entités cliniques. Mais disons que les dysfonctions érectiles ayant pour base le plus souvent soit un défaut de vascularisation des corps caverneux, c'est-à-dire ceux qui s'engorgent pour produire l'érection, soit une atteinte nerveuse, soit les deux. On peut se dire que la vascularisation de la zone du bassin étant à peu près liée, on va le dire ainsi, il est possible que un défaut de vascularisation au niveau de la région rectale puisse se répercuter également ou avoir des effets au niveau de la région génitale. Mais il n'existe pas de cause à effet entre la maladie hémorroïdaire et la dysfonction érectile. Dr Mbolo, merci de votre expertise une fois de plus pertinente qui va permettre à de nombreuses personnes d'être mieux informées sur ce sujet et donc de pouvoir encore mieux prendre soin de leur santé. Prévention Santé, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé.
Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à huilesonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.